En décembre 2024, en 3 jours, l'équilibre bascule au nord du Burkina Faso. Là où des années d'appui extérieur, de bases et de contrats coûteux n'avaient pas stoppé la pression, une opération préventive, menée sans soutien direct de l'OTAN, ni des opérations françaises, s'appuie sur renseignement local, mobilité rapide et coordination, libère des villages, coupe des routes d'approvisionnement et privilégie le siège plutôt que l'affrontement frontal. Qu'est-ce que cela signifie pour la sécurité africaine et pourquoi Ibrahim Traoré devient-il le point de friction du récit de dépendance ? La suite révèle un levier invisible, la confiance. Cette histoire propose 3 repères simples. Comprendre ce qui s'est réellement passé sur le terrain en décembre 2024, mesurer pourquoi cette séquence a produit des effets que des modèles importés n'avaient pas obtenus, et évaluer ce que cela change pour les pays confrontés aux mêmes menaces. L'enjeu pour le spectateur est clair, distinguer une victoire ponctuelle d'un changement de méthode durable, avec des implications directes pour la sécurité, le développement et la souveraineté. Derrière les images de villages libérés se cachent des choix stratégiques, des arbitrages risqués et des signaux envoyés autant aux groupes armés qu'aux partenaires étrangers. Ce récit ne cherche pas à glorifier, mais à tester une hypothèse. Quand la sécurité est pensée localement, ses effets dépassent le champ militaire. Un détail souvent négligé va servir de fil conducteur. En décembre 2024, une opération conduite en moins de 4 jours neutralise des bases clés et fracture une chaîne de commandement jusque-là intacte. Le chiffre qui surprend les observateurs n'est pas le nombre d'unités engagées, mais la durée, là où des offensives après Sochinov précédentes s'étiraient sur des semaines, l'effet décisif est obtenu en quelques heures critiques, puis consolidé sur 3 jours. Ibrahim Traoré n'apparaît pas ici comme un chef improvisant sous pression, mais comme l'aboutissement visible d'un travail engagé bien avant l'événement. Pour comprendre, il faut revenir au contexte. Depuis des années, de vastes zones rurales du Burkina Faso étaient disputées par des groupes armés extrémistes, capables de contrôler des routes, d'imposer des taxes et de menacer directement les communautés. Les analyses dominantes décrivaient une armée sous-équipée, dépendante d'un soutien extérieur pour tenir le terrain. Cette lecture oubliait un facteur lent, presque invisible, la transformation interne. Des mois avant l'opération, de petites victoires tactiques avaient déjà lieu, reconquête progressive de villages, réorganisation des unités, montée en compétences d'agents locaux. Rien de spectaculaire, mais suffisamment cohérent pour signaler une rupture. L'accent n'était plus mis sur la technologie lourde, mais sur le renseignement humain, la connaissance fine du territoire et la motivation de soldats opérant pour leur propre communauté. Ce mini-révélateur change la perspective. L'opération de décembre n'est pas une surprise isolée, mais la conséquence logique d'une préparation méthodique. Elle répond à la question ouverte au départ, comment un pays aux ressources limitées a-t-il pu inverser une dynamique réputée irréversible ? En déplaçant le centre de gravité de l'extérieur vers l'intérieur. Sur le terrain, le changement n'est pas d'abord perçu comme une manœuvre militaire abstraite, mais comme une modification du quotidien. Des chefs de village décrivent le retour de patrouilles régulières, non pour occuper, mais pour sécuriser les axes vitaux et rouvrir des marchés locaux. Les déplacements redeviennent possibles, les informations circulent, et les communautés cessent d'être uniquement des zones à risque pour redevenir des partenaires. Cette bascule précoce donne un visage concret à une stratégie souvent résumée trop vite. Le personnage guide de cette phase n'est pas un général médiatique, mais un officier local formé au renseignement communautaire chargé de relier forces armées et habitants. Son rôle consiste moins à commander qu'à écouter, vérifier et recouper. Cette interface réduit les erreurs coûteuses et transforme des signaux faibles en décisions exploitables. Ibrahim Traoré a validé ce modèle en le plaçant au cœur du dispositif, rompant avec des chaînes hiérarchiques rigides et lentes. Les impacts apparaissent rapidement. Des villages libérés signalent une baisse immédiate des pressions et des déplacements forcés. Les routes secondaires, longtemps abandonnées, sont de nouveau empruntées. Les groupes armés, privés d'appuis locaux et de repères fiables, perdent l'initiative. L'idée essentielle est simple. Quand la sécurité devient lisible et prévisible pour les civils,
elle cesse d'alimenter la peur et commence à produire de la stabilité. Tout commence par une phase d'activation discrète. À l'automne 2024, les services de renseignement burkinabés détectent des mouvements inhabituels dans le nord du pays, regroupements, flux logistiques, signaux concordants d'une offensive en préparation. Contrairement au schéma passé, la décision n'est pas d'attendre l'attaque pour réagir, mais d'anticiper. Ibrahim Traoré valide rapidement ce basculement doctrinal, l'initiative doit changer de camp. Le risque est assumé car une action préventive expose à l'erreur autant qu'à la critique internationale. La montée vers le point culminant s'appuie sur une planification millimétrée. Les unités sont organisées en groupes mobiles, capables d'avancer sur des terrains irréguliers sans dépendre d'un soutien lourd. Les cartes utilisées ne viennent pas de satellites lointains, mais de mois d'observation, de repérage et d'informations humaines recoupées. Chaque axe est choisi pour couper des routes d'approvisionnement plutôt que pour rechercher un affrontement direct. Cette logique transforme la supériorité numérique adverse en handicap logistique. Le déclenchement intervient à l'aube du 15 décembre 2024. Les premières manœuvres sont silencieuses et synchronisées. En quelques heures, des positions stratégiques sont occupées avant que les groupes armés puissent réagir. La surprise est totale, non par la force brute, mais par la vitesse d'exécution. Les bases servant de point d'appui sont neutralisées et les communications adverses se fragmentent. Au moment le plus intense, il ne s'agit pas d'une bataille unique, mais d'une succession de coups précis qui désorganisent progressivement la chaîne de commandement. Les jours suivants constituent une phase de rémanence contrôlée. Les forces burkinabées enchaînent des manœuvres coordonnées, exploitant les informations collectées en temps réel. L'objectif n'est plus seulement de chasser, mais de comprendre et d'anticiper les réactions. Une unité d'élite localise puis neutralise un commandant clé, événement qui provoque l'effondrement du leadership régional des groupes armés. À partir de ce moment, la menace structurée se dissout en cellules isolées, contraintes à la fuite. Ensuite viennent les effets immédiats. Les villages libérés voient à revenir les habitants déplacés, les axes de circulation reprennent vie et les forces armées privilégient des tactiques de siège et de contrôle plutôt que des affrontements prolongés, limitant le coût humain. En parallèle, des équipes spécialisées engagent le dialogue avec les civils, expliquant les objectifs et recueillant des informations cruciales. Cette combinaison d'actions militaires et d'engagement communautaire consolide les gains. La ligne des événements montre une rupture nette entre l'avant et l'après. Avant, une posture défensive, lente et prévisible, après une séquence courte, proactive et cohérente. Le point clé n'est pas seulement la victoire tactique, mais la démonstration qu'une armée considérée comme sous-dotée peut produire des effets disproportionnés quand la méthode, validée au sommet par Ibrahim Traoré, aligne renseignement, mobilité et confiance locale. La séquence de décembre 2024 peut sembler difficile à mesurer sans tomber dans l'exagération. Pourtant, 3 indicateurs simples permettent d'évaluer ce qui a réellement changé, sans ajouter de chiffres extérieurs au récit disponible. Le premier est temporel. La bascule opérationnelle s'opère en moins de 4 jours. Dans un contexte sahélien où les offensives s'étirent habituellement sur des semaines, cette compression du temps constitue déjà un signal fort. Elle indique une capacité de décision rapide, mais surtout une préparation antérieure suffisamment solide pour éviter l'improvisation. Le deuxième indicateur concerne l'ampleur territoriale relative. Les sources décrivent la libération de plusieurs villages et la neutralisation de bases servant de point d'appui, là où auparavant de vastes zones rurales restaient durablement contestées. La différence ne tient pas à une reconquête totale et définitive, mais à un déplacement du centre de gravité. Avant l'opération, les groupes armés contrôlaient les routes secondaires, imposaient des prélèvements et forcèrent des déplacements. Après, ils sont fragmentés, privés de continuité logistique et contraints à des mouvements défensifs. Ce passage d'un contrôle continu à des cellules isolées marque un changement de phase. Le troisième indicateur est économique et logistique. Les documents et équipements saisis
révèlent que les groupes extrémistes fonctionnaient comme des structures commerciales avec des flux de ressources, des itinéraires de contrebande et des systèmes de prélèvement. La destruction de ces infrastructures économiques, et pas seulement la neutralisation de combattants, réduit leur capacité de résilience. Chaque route coupée, chaque base démantelée a un effet multiplicateur, car elle augmente le coût de reconstitution pour l'adversaire. Cette logique explique pourquoi les résultats ont dépassé ceux d'interventions bien plus coûteuses. La comparaison avant-après devient alors lisible. Avant, des investissements massifs extérieurs produisaient des effets limités, souvent temporaires, car ils ne touchaient pas les réseaux locaux. Après, une mobilisation de ressources plus modeste, mais alignée sur le terrain, génère des résultats durables. Ibrahim Traoré apparaît ici non comme un fournisseur de chiffres spectaculaires, mais comme le validateur politique d'une allocation différente, moins de dépendance technologique, plus de renseignements humains et de mobilité. Chaque indicateur appelle une phrase d'interprétation simple. La rapidité montre que l'information circulait déjà avant l'action. La fragmentation territoriale indique que la surprise stratégique a fonctionné. La désorganisation économique prouve que la menace a été attaquée à sa racine. Pris ensemble, ces éléments forment une preuve cohérente, même sans tableau chiffré détaillé. La limite est claire et assumée. Ces mesures ne signifient pas que l'insécurité disparaît durablement, ni que le modèle est universel. Elles montrent cependant un delta net entre une situation réputée bloquée et une dynamique inversée. C'est précisément ce delta qui intéresse les observateurs régionaux. Il suggère qu'avec des choix méthodologiques différents, un pays peut produire plus avec moins. Au cœur de cette lecture quantitative se trouve une idée simple. La performance ne dépend pas seulement du volume de moyens engagés, mais de leur adéquation au contexte. En ce sens, la preuve n'est pas un chiffre isolé, mais la cohérence entre durée, territoire et désorganisation adverse. C'est cette cohérence, validée au sommet par Ibrahim Traoré, qui transforme une opération ponctuelle en signal stratégique. Les critiques les plus solides s'articulent autour de deux thèses qu'il faut examiner sans les caricaturer. La première affirme que le succès de décembre 2024 serait conjoncturel. Selon cette lecture, la surprise et la rapidité auraient créé un avantage temporaire. Mais les groupes armés, adaptables par nature, finiraient par se réorganiser. Dans cette perspective, l'opération serait un pic, non une tendance, et la région retournerait à un équilibre instable une fois l'effet de choc dissipé. La seconde thèse met en garde contre la généralisation. Ce qui a fonctionné dans un contexte précis, avec une géographie, des réseaux sociaux et un leadership particulier, ne serait pas transposable ailleurs. Les analystes soulignent que des tentatives similaires ont échoué dans d'autres pays sahéliens malgré des discours proches sur la souveraineté et le localisme. Le risque, selon eux, est de transformer un cas spécifique en modèle universel, puis de décevoir lorsque les résultats divergent. Ces arguments méritent d'être pris au sérieux. Pourtant, les éléments issus du terrain permettent une réponse nuancée. Sur le caractère temporaire d'abord, l'opération ne se limite pas à un affrontement réussi, mais à la désorganisation de structures économiques et logistiques adverses. En s'attaquant aux routes d'approvisionnement, aux bases et aux flux de ressources, elle augmente durablement le coût de reconstitution. Ce type d'effet ne disparaît pas en quelques semaines, même pour des groupes adaptables. Sur la question de la transférabilité ensuite, le cœur de la méthode n'est pas une tactique figée, mais une logique. Renseignement humain, connaissance fine du territoire, engagement communautaire et mobilité ne dépendent pas d'un équipement spécifique importé. Ils exigent surtout une réorganisation interne et une volonté politique claire. C'est là que le rôle d'Ibrahim Traoré apparaît moins comme un facteur charismatique que comme un arbitrage structurel, validant une approche cohérente plutôt qu'un coup isolé. La synthèse est donc intermédiaire. Oui, le succès de décembre 2024 ne garantit pas une stabilité automatique et permanente. Mais non, il ne peut être réduit à un simple hasard tactique. Il constitue une démonstration conditionnelle. Si certaines hypothèses sont réunies, alors des résultats mesurables deviennent possibles. Ce cadre analytique est plus utile qu'une célébration ou qu'un rejet. Il permet de comprendre
pourquoi cette séquence est observée de près, sans être idéalisée. Ce qui change réellement la donne apparaît au milieu du récit, presque en creux. Les documents saisis pendant l'opération montrent que les groupes armés raisonnaient encore sur une image ancienne des forces burkinabè. Leur plan, daté et détaillé, reposait sur l'hypothèse d'une armée lente, prévisible et dépendante de schémas hérités. Autrement dit, l'adversaire combattait un modèle qui n'existait déjà plus. Cette erreur de diagnostic n'est pas accidentelle, elle est le produit d'une transformation silencieuse menée sur plusieurs mois. Le basculement tient à une désinformation structurelle. Les petites opérations précédentes, perçues comme isolées, servaient aussi de test et d'écran. Elles confirmaient aux groupes armés une lecture rassurante, pendant que les forces burkinabè modifiaient en profondeur leurs pratiques, leurs unités et leurs circuits de décision. Quand l'opération de décembre commence, l'écart entre perception et réalité est maximal. Ibrahim Traoré apparaît ici comme le garant de ce tempo long. Il n'accélère pas pour frapper plus fort, mais pour frapper au moment où l'adversaire regarde ailleurs. À ce stade du récit, l'élément décisif n'est donc pas une nouvelle tactique, mais une inversion cognitive, gagnée en laissant l'autre se tromper de guerre. Cette découverte recontextualise tout ce qui précède. Elle explique la surprise, la rapidité et l'effondrement soudain des chaînes de commandement adverses. Le récit passe d'une victoire opérationnelle à une leçon stratégique. Les effets de l'opération ne se lisent pas uniquement dans les rapports militaires, mais dans des conséquences différenciées selon les acteurs concernés. Pour les institutions nationales, le premier impact est la crédibilité. Une armée perçue comme incapable de tenir le terrain démontre qu'elle peut planifier, anticiper et exécuter une séquence complexe sans appui direct extérieur. Cette crédibilité modifie le rapport entre autorités civiles, forces armées et population, car la sécurité cesse d'être une promesse abstraite pour devenir une expérience vécue. Elle redonne aussi de la marge politique à l'État, qui peut décider sans être immédiatement renvoyé à une dépendance structurelle. Pour les acteurs économiques, les effets sont plus pragmatiques. La libération d'axes secondaires et la réduction des menaces immédiates permettent la reprise d'activités suspendues depuis des mois, parfois des années. Les projets agricoles, énergétiques ou d'infrastructures, jusque-là gelés par l'insécurité, réapparaissent dans les discussions. Il ne s'agit pas d'un afflux soudain d'investissement, mais d'un changement de perception du risque. La stabilité minimale, obtenue localement, agit comme un signal. Certains engagements redeviennent envisageables là où ils étaient jugés impossibles. Du côté des communautés locales, l'impact est le plus tangible. Le retour progressif des déplacés, la réouverture des marchés et la reprise des déplacements quotidiens transforment la relation à l'espace. La sécurité n'est plus vécue comme une parenthèse imposée par des forces extérieures, mais comme une condition produite avec l'implication des habitants eux-mêmes. Le dialogue instauré pendant et après l'opération renforce cette perception, car il reconnaît les civils comme des sources d'information et non comme des variables passives. À l'échelle régionale, enfin, la séquence est observée avec attention. Des pays confrontés à des dynamiques similaires y voient un précédent possible, non comme une recette clé en main, mais comme une preuve que des résultats peuvent être obtenus autrement. Les partenaires étrangers, eux, sont contraints de recalibrer leur lecture. Le Burkina Faso n'apparaît plus seulement comme un espace à stabiliser, mais comme un acteur capable de négocier depuis une position renforcée. C'est ici que la figure d'Ibrahim Traoré prend une dimension symbolique, non par la rhétorique, mais par l'effet produit. L'ensemble de ces conséquences forme un faisceau cohérent. Elles ne garantissent pas une transformation irréversible, mais elles déplacent les attentes. La sécurité cesse d'être uniquement un coût ou une dépendance, et devient un levier conditionnel de développement et de souveraineté. C'est ce déplacement, plus que la victoire elle-même, qui constitue le véritable payoff de l'opération. À moyen terme, l'opération de décembre ouvre 3 trajectoires
possibles sans en privilégier artificiellement une. Le scénario de base repose sur la consolidation progressive. Les forces burkinabées maintiennent la pression sur des zones clés, sécurisent durablement les axes libérés et empêchent la reconstitution rapide des réseaux adverses. La violence ne disparaît pas, mais elle devient plus fragmentée et moins structurée. Dans ce cadre, l'État regagne une capacité d'action graduelle suffisante pour relancer des projets locaux et renforcer la coopération avec les communautés sans promesse de stabilisation totale. Le scénario optimiste suppose que les effets cognitifs et politiques se prolongent. Les groupes armés durablement désorganisés peinent à recruter et à financer leurs opérations. La confiance entre civils et forces de sécurité s'approfondit, améliorant encore la qualité du renseignement humain. À l'échelle régionale, ce succès relatif attire des partenariats plus équilibrés, fondés sur l'appui aux capacités locales plutôt que sur la substitution. Si cette dynamique se confirme, le Burkina Faso pourrait devenir un point de référence, non comme modèle exportable, mais comme démonstration qu'un autre équilibre est possible sous certaines conditions. Le scénario pessimiste rappelle toutefois les limites. Les groupes armés peuvent s'adapter, déplacer leurs activités et exploiter des failles ailleurs. Une pression prolongée sur les forces burkinabées, combinée à des contraintes économiques et sociales, pourrait éroder les gains initiaux. Sans maintien de l'effort, la fragmentation actuelle pourrait se recomposer sous une autre forme. Dans cette hypothèse, la victoire de décembre resterait symbolique, sans se traduire par une amélioration durable de la sécurité quotidienne. Ces scénarios dépendent d'un même facteur clé, la continuité des choix. Si la priorité reste donnée au renseignement local, à l'engagement communautaire et à la discipline opérationnelle, alors les gains ont une chance de se maintenir. Si, au contraire, la logique bascule vers une recherche de résultats rapides ou vers des solutions importées, l'effet pourrait s'inverser. La leçon n'est pas prédictive, mais conditionnelle. Ibrahim Traoré se situe précisément à ce carrefour. Sa responsabilité n'est plus de surprendre, mais d'arbitrer dans la durée. Si les principes validés en décembre sont maintenus, alors le scénario de base peut évoluer positivement. Sinon, les limites apparaîtront rapidement. La question pour les prochains mois n'est donc pas ce qui a été fait, mais ce qui sera soutenu. Pour le public, l'enjeu dépasse le seul cas burkinabé. 3 groupes sont directement concernés par ce que révèle cette séquence. D'abord, les citoyens vivant dans des contextes d'insécurité chronique. L'opération montre que la sécurité n'est pas uniquement une variable imposée d'en haut, mais un processus auquel les communautés peuvent contribuer. La confiance, lorsqu'elle est intégrée à la stratégie, devient un multiplicateur d'efficacité plutôt qu'un risque. Ensuite, les décideurs publics et cadres intermédiaires confrontés à des contraintes fortes. Le récit suggère qu'avec des ressources limitées, le levier principal réside dans l'organisation, la cohérence et la continuité des choix. Il n'y a pas ici de solution miracle, mais une invitation à examiner où se situent réellement les goulots d'étranglement, dans le manque de moyens ou dans leur allocation et leur usage. Enfin, les observateurs extérieurs et partenaires internationaux sont aussi interpellés. La séquence burkinabé rappelle que l'appui extérieur n'est efficace que lorsqu'il renforce des dynamiques internes existantes. Lorsqu'il les remplace, il risque de produire des effets coûteux et fragiles. Cette distinction, souvent théorique, devient concrète à travers les conséquences décrites. Pour le spectateur, 2 pistes simples émergent. La première consiste à questionner les récits dominants sur la dépendance et l'incapacité, en les confrontant à des faits précis. La seconde invite à suivre l'évolution dans le temps, plutôt que de s'arrêter à l'instant spectaculaire. C'est dans la durée que se mesurent les transformations réelles. À ce stade, l'histoire ne demande pas d'adhésion, mais d'attention. Elle propose un cadre pour lire autrement les situations complexes, sans idéalisation ni rejet systématique. Cette posture critique est peut-être l'impact le plus direct pour celui qui regarde. La question n'est plus de savoir si l'opération a fonctionné, mais comment ces effets peuvent être prolongés sans changer de logique. Une feuille de route réaliste se dégage en 4 étapes lisibles. D'abord, stabiliser l'information. Consolider les réseaux de renseignement humain, formaliser les canaux de remontée locale et protéger les sources deviennent prioritaires. Sans cette base, la rapidité observée en décembre ne peut être reproduite. Ensuite, ancrer la présence.
il ne s'agit pas d'occuper massivement, mais de maintenir une visibilité suffisante sur les axes clés et autour des villages libérés. Cette présence régulière réduit l'espace de manœuvre adverse et rassure les populations, condition indispensable pour éviter un retour des déplacements forcés, puis mesurer et ajuster. Chaque action doit être évaluée par des indicateurs simples: continuité des déplacements civils, fonctionnement des marchés, qualité des informations reçues. Ces signaux permettent d'ajuster rapidement les dispositifs sans attendre une dégradation majeure. La discipline dans l'évaluation compte autant que l'action elle-même. Enfin, inscrire politiquement la méthode. La cohérence observée en décembre doit être protégée au niveau décisionnel. Cela implique de résister aux pressions pour des solutions spectaculaires ou importées au profit d'un soutien constant aux capacités locales. Ibrahim Traoré joue ici un rôle clé: garantir la continuité des arbitrages et la lisibilité des priorités. Cette feuille de route n'est ni exhaustive ni universelle. Elle répond cependant à la question ouverte plus tôt: comment transformer un succès ponctuel en dynamique durable, en maintenant le lien entre information, présence, mesure et décision politique, sans rompre l'équilibre fragile construit. Le fil qui relie toute cette séquence n'est pas une carte ou un communiqué, mais une scène plus simple: des habitants qui reviennent sur une route qu'ils avaient cessé d'emprunter. Ce motif, déjà perceptible lors des impacts précoces, revient ici comme un indicateur silencieux. Il dit plus que des discours sur la souveraineté ou la stratégie. Il montre ce que signifie concrètement reprendre prise sur son propre espace. Dans ce retour progressif à une normalité fragile, l'opération de décembre cesse d'être un événement militaire pour devenir une expérience collective. Elle n'efface ni les pertes ni les risques futurs, mais elle restaure une capacité à se projeter. Cette dimension émotionnelle explique pourquoi la séquence a marqué au-delà des frontières. Elle touche à la dignité autant qu'à la sécurité. Ibrahim Traoré apparaît alors moins comme une figure de rupture spectaculaire que comme le point de convergence d'un pari plus large. Le pari que la cohérence, la patience et l'ancrage local peuvent produire des effets tangibles là où la dépendance répétée avait échoué. Cette lecture ne sanctifie pas un homme, elle éclaire un choix. La phrase qui reste est simple: reprendre le contrôle commence par rendre le terrain lisible pour ceux qui y vivent. C'est ce rappel, plus que la victoire elle-même, qui donne à l'histoire sa charge émotionnelle durable. Au terme de ce parcours en quoi il ne s'agit pas de conclure par une certitude, mais par une ouverture. L'histoire de décembre 2024 montre qu'un récit longtemps répété peut être déplacé lorsque des faits précis viennent l'éprouver. Elle rappelle aussi que les transformations les plus significatives ne sont pas toujours spectaculaires, mais cumulatives, lisibles seulement avec le temps et l'attention. Pour le spectateur, l'invitation est double. D'une part, continuer à observer ce qui se passera après l'effet immédiat, lorsque l'actualité se sera déplacée ailleurs. Les trajectoires réelles se révèlent rarement dans l'instant. D'autre part, comparer ce cas à d'autres situations similaires, sans chercher des héros ou des recettes, mais des conditions et des choix. La portée symbolique de cette séquence dépasse un pays ou un dirigeant. Elle interroge la manière dont on parle de capacité, de dépendance et de souveraineté. Ibrahim Traoré n'est ici qu'un point d'ancrage dans une question plus large qui définit les solutions et à partir de quels repères. La discussion reste ouverte. Pensez-vous que ce type d'approche peut produire des effets durables ailleurs ou restera-t-il une exception liée à un contexte précis? C'est dans cet échange critique que le récit continue à vivre.